Oui, bonjour. Donc, il m'a été donné de partager rapidement sur le VIH et la périnatalité dans le cadre du congrès conjoint qui a réuni donc trois sociétés scientifiques récemment dans la ville de Douala. Alors, mon propos va s'articuler autour des points suivants. Un rappel sur l'épidémiologie, la transmission mère-enfant du VIH, les mécanismes d'exposition et les principales stratégies de prévention, les protocoles d'ARV au cours de la grossesse, la prévention de l'infection chez l'enfant exposé, l'allaitement, un mot de la PrEP, les limites opérationnelles et bien sûr un mot de conclusion. À titre de rappel, les progrès évidents en matière de réduction et transmission mère-enfant du VIH depuis les années 2000, du début des années 2000 sont indiscutables. On est passé de plus de 700 000 contaminations annuelles à moins de 110 000 par an. Donc les progrès sont indiscutables. C'est le seul domaine où la prévention biomédicale a des éléments factuels vraiment tangibles. N'oublions pas également que depuis le lancement de la campagne d'élimination de la transmission mère-enfant en 2015, deux objectifs étaient fixés, à savoir un taux de transmission inférieur à 2% dans les populations allaitantes et inférieur à 5, non allaitantes, je veux dire, et inférieur à 5% dans les populations allaitantes. L'objectif en termes de valeur absolue étant celui d'avoir moins de 50 cas d'enfants infectés pour 100 000 naissances. Quelques pays ont atteint cette élimination et nous en sommes loin. Toutefois, nous savons que dans les pays, on voit développer la transmission résiduelle aujourd'hui est vraiment très minime et les cas de transmission mère-enfant sont vraiment exceptionnels et vraiment dans des populations généralement marginales. Malheureusement, lorsqu'on regarde les pays d'Afrique subsaharienne, à l'exception de certains, on voit tel que le Botswana particulièrement, on se rend compte que la transmission reste encore élevée et surtout lorsqu'on considère effectivement le taux de transmission qui prend en compte la période d'allaitement et le taux final de transmission, le Cameroun, pour ainsi dire, se situe encore à peu près à 17%, ce qui est encore énorme et montre qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Et particulièrement, ce qui est frappant, c'est que les causes de la transmission puissent être analysées et notamment si dans 43% des cas, c'est le statut de la mère qui est inconnu. On note quand même près d'une fois sur quatre, malheureusement, c'est une contamination en cours de grossesse ou en cours d'allaitement, ou alors un arrêt du traitement antirétroviral, et enfin la non-suppression virologique chez les femmes sous traitement antirétroviral. Alors évidemment, nous voyons que les causes, l'évolution, malheureusement, même si au Cameroun, de 2010 à 2020, on note effectivement une ascension du taux de femmes sous TAR, sous traitement antirétroviral, on se rend compte effectivement, comme on voyait tout à l'heure, que le taux malheureusement de transmission mère-enfant final de 24% n'a baissé que de 7 points puisqu'il est à 17% en 2020 et on se rend compte aussi que le taux d'enfants ayant bénéficié du diagnostic précoce ne dépasse pas 60%, ce qui reste assez faible, comme on disait, et ça montre qu'en réalité, nous avons encore des défis majeurs si nous voulons véritablement atteindre l'élimination de la transmission du VIH de la mère-enfant d'ici 2030. Oui, donc effectivement, ce qui est important ici, c'est de voir que en réalité, l'évolution a permis de mettre l'emphase sur, d'une part, le dépistage en début au premier trimestre, mais surtout au dernier trimestre de la grossesse, ensuite en perpartum, en postpartum. Mais ce qui est important maintenant, c'est surtout le dépistage au décours du postpartum et surtout pendant toute la période de l'allaitement parce qu'on sait malheureusement que beaucoup de femmes vont être contaminées pendant la période de l'allaitement et le taux de séroconversion en cours de grossesse lui-même n'est pas négligeable.
Donc, on a vu précédemment, une femme sur 4 va être infectée soit pendant la grossesse, soit pendant l'allaitement. Concernant donc l'évolution des traitements, nous savons que nous sommes passés au fil des années, depuis pratiquement la fin des années 90 jusqu'à ce jour, d'abord par la dose unique de démirapine, puis ensuite par des protocoles mettant en route des thérapies antirétrovirales pendant la fin de la période de grossesse et se limitant à la grossesse des monothérapies. Puis ensuite on est passé aux trithérapies, mais qui était quand même interrompue après la naissance, et on se rendant compte également que l'accès même à cette trithérapie, à la dite option B, était amputé par l'accès au CD4, et donc cela avait un certain retentissement sur l'efficacité de ces stratégies, d'où le passage à l'option B+, et donc au traitement à vie qui d'une part permet de réduire le risque de transmission pendant la grossesse, pendant l'allaitement, mais surtout également protège le partenaire, donc en agissant donc as treatment as prevention, et bien sûr ensuite des modifications concomitantes de la durée de la prophylaxie infantile, et maintenant les questions relatives à l'accès à la PrEP, notamment pour les femmes à risque d'infection en cours de grossesse ou d'allaitement. Maintenant, lorsque l'on va parler des mécanismes d'exposition et de stratégies de prévention, donc juste un rappel, in utero, évidemment, Treatment as Prevention, c'est la TAPS, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de protéger l'enfant à travers, pour limiter la transmission en traitant bien la mère. Donc forcément, si la mère a une charge virale indétectable, on pense qu'elle ne va pas contaminer son enfant. Au moment de l'accouchement, il y a bien sûr le fait que l'enfant pourra en plus être exposé via les sécrétions génitales, à un contact avec des substances contenant le VIH, donc il sera donc éligible, outre le traitement que la mère a eu, à une prophylaxie post-exposition du fait donc de cette contamination, ce contact avec des substances pouvant contenir le VIH, mais également à une PrEP, pré-exposition par rapport justement au mode d'alimentation. Et dans certains cas, dans certains pays encore, on voit que la césarienne peut être indiquée, notamment lorsqu'on n'atteint pas l'objectif d'avoir une charge virale indétectable au moment d'accouchement. Et bien sûr, après, pendant la période d'allaitement, il est attendu que la mère reste quand même avec une charge virale indétectable, vu les rapports qui entre la charge virale dans le sang maternel et celle dans le lait. Et bien sûr, l'enfant sera sous PrEP, parce que l'infant prophylaxis, c'est une PrEP pour que l'enfant ne soit pas contaminé par son lait. Alors, les protocoles ARV, la grossesse, deux grandes approches personnalisées dans les pays à ressources élevées et systématiques dans les pays à faibles ressources. Donc, grossièrement, depuis quelques années, en tout cas dans les pays du Sud, selon la recommandation de l'OMS, c'est l'association Tenofovir 3-TC ou FTC+, DTG, qui est donc passée en première ligne pour toutes les populations, y compris les femmes enceintes. Et on sait effectivement qu'en principe, il n'y a pas de gros problème pour le TDF. Si on a besoin de faire un examen, c'est la clairance et la créatinine. Si une intolérance au DTG, on peut mettre le FV ou alors carrément une inhibiteur de protéase qui sera donc préférentiellement le darunavir avant le latazanavir ou alors le lopinavir. Tout cela booster ritonavir, bien sûr, de TAR et à vie dans le cadre, bien sûr, de l'option B+, et du traitement à vie. L'objectif du traitement reste une charge virale indétectable à l'accouchement et durant l'allaitement et un suivi de charge virale impérative. On voit ici très bien un taux de transmission, que ce soit chez les populations allaitantes ou alors sous alimentation artificielle, le taux passe de 0,2% à plus de 5% lorsque effectivement on a une CV qui est soit inférieure à 1000, soit supérieure à 1000. Donc, ça montre la nécessité d'avoir une CV indétectable et surtout de la monitorer pendant la période d'accouchement et de la grossesse également, de la période d'allaitement. Sachant que la femme arrive donc à la grossesse sous une charge virale indétectable. Maintenant, on sait également qu'avec l'évolution de l'accès au traitement, la plupart des femmes arrivent donc sous traitement
enfin, sont enceintes sous traitement, c'est-à-dire elles démarrent leur grossesse étant déjà sous tard. Ces femmes-là, généralement, contaminent peu. C'est une situation de plus en plus fréquente. L'idéal, c'est qu'effectivement, il y ait une prise en charge préconceptionnelle, hein, permettant à la femme de planifier aisément sa grossesse. Et en principe, il vaut mieux éviter de changer le traitement en cours de grossesse, sauf si l'échec est évident et prouvé. Et dans la plupart des cas, ce sera donc les examens standards qui seront associés. N'oublions pas que nous travaillons dans l'hypothèse d'une réduction et d'une élimination concomitante de 3 pathologies qui sont l'élimination de la transmission par enfant du VIH, de l'hépatite B et de la syphilis. Alors, choix du tard, encore une fois, dans nos pays, ce qui a été choisi, évidemment, c'est le DTG. La question du DTG, c'est par rapport, effectivement, à certaines études qui font que dans certains pays, le DTG est encore contre-indiqué en périconceptionnel pour des risques essentiellement de défects neurologiques. Dans l'étude du Botswana, je crois qu'il y a eu 5 cas avec, je crois, 3 myéloméningocèles, une anencéphalie et un autre cas d'encéphalocèle. Donc, les discussions étaient à savoir, dans cette population, est-ce qu'il fallait augmenter la foldine? En tout cas, les données n'ont pas paru évidentes. En tout cas, l'OMS a estimé que le bénéfice pour l'instant permettait que ce traitement soit associé à la prise en charge des femmes enceintes dans nos pays, d'autant plus qu'effectivement, lorsqu'on regarde le délai et d'atteinte tant de la suppression virologique et le maintien de la suppression virologique, le DTG est en tête par rapport aux autres molécules qui ont été testées, Efavirenz 400 et un certain nombre d'autres médicaments. Les données actuellement publiées ne sont insuffisantes pour recommander d'autres inhibiteurs de l'intégrase, notamment l'Elvitegravir et d'autres médicaments tels que le Bictegravir. Rappelons que le DTG a une haute barrière génétique, c'est pour ça qu'il est indiqué, une baisse rapide de la charge virale, surtout lorsque les femmes sont détectées tardivement, une sécurité acceptable, même s'il y a encore une discussion au cours du premier trimestre, une adaptation possible si un traitement antituberculeux, il faut augmenter la dose, et bien sûr une aisance dans la standardisation. Alors ici, c'est juste un rappel pour dire que dans certains pays tels que la France, par exemple, on voit effectivement cet algorithme qui montre qu'effectivement, en principe, actuellement, les femmes sont toutes sous antirétroviraux et donc, lorsque les charges virales sont indétectables, il n'y a pas de prise en charge obstétricale, c'est la voie basse. Elle peut être envisagée une césarienne lorsque la charge virale dépasse 400 copies et de toute façon, lorsque la charge virale dépasse 1000 copies, ce qui va changer, c'est le régime de trithérapie, donc d'une fin de prophylaxie chez le bébé. Concernant le suivi des enfants exposés, bien sûr, les principaux objectifs en période périnatale, c'est poursuivre la prévention de la transmission mère-enfant dans la phase postnatale, PEP et PrEP, affirmer ou infirmer le plus tôt possible le diagnostic d'infection et bien sûr prévenir et traiter les autres infections, dépister d'éventuels effets indésirables liés à l'exposition fœtale aux ARV. Alors, grossièrement, la prévention va passer de façon très simple. NVP ou sidobusine pendant 6 semaines en l'absence d'allaitement. Si l'allaitement, c'est essentiellement la NVP, c'est un des ARV qui a vraiment été étudié chez les femmes allaitantes. En cas de bas risque. Mais en cas de haut risque, la situation va changer parce qu'il faudra renforcer la prophylaxie et donc on va donc voir que dans le cas de haut risque, au-delà des 6 premières semaines, il faudra rajouter 6 autres semaines, soit un total de 12 semaines qui seront donc soit une AZT seule ou NVP dual thérapie, soit la névirapine seule, effectivement, si l'enfant a allaité, comme souvent dans nos contextes. Mais dans les cas de très haut risque, notamment si on pense qu'il y a eu une charge virale supérieure à 1000 copies, si ça a pu être détecté, certains recommandent, même chez nous, une trithérapie, donc à base d'AZT3-TC névirapine pendant 12 semaines
ou alors 6 semaines, puis suivi de la névirapine seule pendant 6 semaines, soit 12 semaines de prophylaxie infantile. Alors, qui sont les nouveaux-nés ou les nourrissons à risque? C'est bien sûr ceux dont les mères ont reçu moins de 4 semaines de traitement antirétroviral au moment de l'accouchement, ou alors de femmes infectées par le VIH et une charge virale supérieure à 1000 copies dans les 4 semaines qui précèdent l'accouchement. Toutes les femmes nées, tous les enfants nés de femmes infectées par le VIH, les séroconversions pendant la grossesse entre le premier et le dernier trimestre ou durant l'allaitement, et celles détectées pour la première fois VIH positive en postpartum, quelle que soit la connaissance de l'état antérieur. Alors, infirmer, le deuxième objectif de ce suivi des enfants exposés, c'est bien sûr pouvoir affirmer ou infirmer le diagnostic d'infection. Je dirais beaucoup plus affirmer pour pouvoir justement démarrer le traitement précoce. Donc, en principe, c'est le test d'amplification antinucléique. Dans certains pays, il peut déjà être fait en période néonatale, mais sinon 6 semaines à 9 mois et à 18 mois sortis du corps. Et dans tous les cas, 3 mois après le sevrage, chez les enfants allaités, tout test positif indiquera la mise immédiate sous traitement antirétroviral chez l'enfant. Les autres objectifs, n'oublions pas, les enfants nés d'exposés de mères infectées par le VIH ont une vulnérabilité infectieuse marquée pour diverses raisons. Donc, ils devront être mis sous CTX. À la naissance, ils devront être vaccinés par le BCG et l'hépatite B. Dans certains pays, la dose de pneumo 13 est renforcée. Et bien sûr, il faudra veiller à leur alimentation. Dépister les effets indésirables liés à l'exposition fœtale aux ARV. Déjà, il y a les problèmes de croissance. Le taux de prématurité peut être plus élevé chez ces enfants, notamment lorsqu'il y a une exposition anténatale aux inhibiteurs de protéase. L'anémie, peut-être moins avec le tenofovir, mais c'était assez fréquent avec l'AZT. Les anomalies de fermeture tumorale, tant les questions de pharmacovigilance, maintenir tant que le TDF est quand même, le DTG est quand même toujours en observation, notamment au premier trimestre, en périconceptionnel, et les questions de tératogénicité à distance, telles que par exemple notifier pour la DDI, qui peut donner, on peut voir apparaître des cancers vers 5-6 ans chez ces enfants. Alors, le point 5 sur le VIH et l'allaitement, bon, il faut rappeler qu'effectivement, on sait que le VIH se transmet par le lait, fonction des divers compartiments maternels, mammaires, buccal, puis sanguin. Et le VIH va se retrouver chez l'enfant par passage transmuqueux, donc à partir d'une effraction. On le disait dès le départ, il faut éviter justement de faire l'allaitement mixte parce que ça crée des érosions au niveau de la muqueuse et créant des érosions au niveau de la muqueuse. Ensuite, quand l'enfant va prendre le lait, le VIH va passer à travers ces brèches, n'est-ce pas, qui se sont formées sur la muqueuse. Mais on sait également que même sans brèche, via les cellules M, on peut avoir un passage de virus, le virus qui peut donc se retrouver dans le lait maternel sous forme libre, sous forme de provirus, et qui pourra donc infecter l'enfant. On sait que ce qui va conditionner ce risque de transmission, bien sûr, il y a la charge virale maternelle, corrélée quand même à la charge virale dans le lait, les CD4 maternelles, la durée de l'allaitement forcément, plus l'enfant est exposé, chaque mise au sein est une période d'exposition, les facteurs aggravants tels que les mastites via justement l'aggravation des brèches, mais également des mécanismes inflammatoires. À ce niveau, la mixité bien sûr, qui globalise ces deux éléments, et on sait quand même que le lait maternel a des éléments protecteurs. Bon, plus récemment, la question des réservoirs au cours du lait est également d'actualité parce qu'on a vu quelques rares cas d'infection chez les mères qui avaient des charges virales supprimées, ça, posant la question des réservoirs au sein du lait maternel. Le problème, c'est que les recommandations, les dernières recommandations en matière d'allaitement signalent que chaque mère devrait être allaitée, pourrait allaiter infectée par le VIH pendant 12 mois et peut même continuer à allaiter au-delà, similar to the general population.
Tant que effectivement elle prend bien ses antirétroviraux, ça pourrait avoir des avantages supérieurs au risque, n'est-ce pas, que peut poser la malnutrition, compte tenu des données récoltées dans la littérature. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on sait quand même que l'allaitement maternel, normalement, était au départ de 6 mois et qu'au-delà, c'était l'allaitement mixte. Et certains pensent qu'il y aurait peut-être lieu d'envisager, dans certains cas, d'accroître la durée de cette couverture à toute la période d'allaitement, ce d'autant plus que dans certains cas, les mamans ne sont pas très compliantes au traitement. Parce que cette histoire d'adhérence est capitale. Toutefois, un certain nombre de données rapportent effectivement que on peut ne pas observer de transmission virale chez les mamans qui sont totalement supprimées et ça doit être l'objectif pendant l'allaitement. La question capitale reste celle de l'adhérence et on voit que l'adhérence au traitement est vraiment variable et elle va régresser avec la durée de l'allaitement. Plus l'allaitement dure, plus l'adhérence va durer, va être réduite et c'est valable tant pour le traitement pris par la mère que pour le traitement pris en prophylaxie par l'enfant, ce qui pose vraiment le problème du meilleur choix. Mais toutefois, on se rend quand même compte ici que l'adhérence au traitement des enfants était un peu plus élevée, ce qui pourrait suggérer et justement soutenir l'argumentaire de ceux qui pensent qu'il faudrait accroître la protection des enfants par une forme prophylaxie qui pourrait donc couvrir la période de l'allaitement et pallier aux défaillances de l'adhérence au traitement par les mères. Alors la PrEP. Bon, la question de la PrEP se pose parce que comme nous l'avons vu, effectivement, bon, aujourd'hui, une femme sur 4 qui est infectée par le VIH pourrait l'être pendant la grossesse ou l'allaitement. Ça voudrait dire que il faudrait couvrir cette période. Il faudrait pouvoir détecter les femmes à risque de contracter le VIH pendant la grossesse ou pendant l'allaitement. Ça pourrait être celles qui sont dans des couples sérodiscordants, ça demanderait de connaître le statut des femmes, pas juste de ceux qui ont tenté de dire oui, elle est négative. Bon, c'est vrai, actuellement, les femmes sous PrEP, ces femmes des travailleuses de sexe, certaines sont négatives, elles sont suivies. Donc, mais il faut quand même dire que certains pays à forte charge de PTME ont choisi d'intégrer la PrEP dans leur stratégie nationale. La question pourrait se poser pour le Cameroun dans un avenir proche peut-être. Bon, nous allons dire un mot des limites opérationnelles que nous observons parce que je crois que s'il y a un encadré à bien suivre, c'est celui-ci. Actuellement, selon le rapport CNLS 2020, 20% des femmes enceintes attendues ne sont pas vues en CPN. Ça, c'est le premier blocage. Le premier blocage. Alors, si les femmes attendues ne sont pas reçues, ça veut dire qu'on exclut déjà 20%. Ensuite, 20% des femmes enceintes ne reçoivent pas de TAR, les femmes positives. Donc, on a un deuxième goulot d'étranglement, donc on voit quand même la cascade. Et ensuite, on a 30% des femmes séropositives qui n'accouchent pas en FOSA. Enfin, on a 30% des enfants exposés qui ne reçoivent pas de prophylaxie ARV. C'est beaucoup. Et enfin, on a 30% des enfants exposés qui ne bénéficient pas d'un dépistage précoce. Ça, c'est énorme. Donc, vraiment, c'est énorme. Vraiment, quand on dit ces chiffres-là, on a le droit de croire qu'il pourrait être improbable que l'on atteigne l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant dans notre pays d'ici 2030. Alors, quelques éléments de succès. Nous avons vu un ou deux programmes dans certains pays. Et nous l'avions dit précédemment, chaque femme enceinte découverte doit être suivie et doit être considérée comme une cohorte. Elle, son couple mère-enfant, à suivre jusqu'au moins 18 mois et avec une prise en charge intégrée de la mère et de l'enfant, parfois des consultations couplées, des sites intégrant le suivi à domicile, la prise en charge communautaire, le soutien à l'observance capitale. On a vu que l'observance, si on prend juste rien que la question du traitement qui est arrêté, et également des femmes qui ne sont pas supprimées, on voit qu'on peut rattraper au moins 30% des contaminations qui nous arrivent et qui sont vraiment totalement évitables. Donc voilà, un peu en conclusion, donc, quels pourraient être les points clés
Bien sûr, suivre toutes les femmes enceintes, les dépister, pas seulement au VIH, dans le cas de la triple élimination, les dépister au VIH, à l'hépatite B et à la syphilis, les 3,95. Ça veut dire que 95% des femmes sont reçues en CPN, 95% des femmes sont dépistées pour le VIH, l'hépatite B et la syphilis, et 95% sont traitées. Améliorer le dépistage et le retest des femmes pendant la grossesse et l'allaitement. On a vu la grossesse au moins trimestre premier, dernier trimestre, mais l'allaitement également, c'est si ça dure plus de 6 mois, il faut les tester tous les 6 mois. Et si elles sont sous ARV, il faut faire des charges virales tous les 6 mois pour être sûr qu'elles sont supprimées. Assurer le continuum des soins et la rétention des soins des bébés jusqu'à 24 mois. Changement de tare chez les mères dont la charge virale n'a pas été supprimée après amélioration des conseils d'observance pour être sûr que ça reste effectif. Traquer la séroconversion pendant la grossesse et l'allaitement ou, et bien sûr, pendant la grossesse et l'allaitement, instaurer la PrEP chez les femmes qui sont à risque d'être contaminées pendant cette période et bien sûr, si possible, étendre la prophylaxie infantile des enfants exposés à toute la période de la lactation. Voilà le point que je voulais faire. Je vous remercie pour votre attention.